Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Cette semaine, au volant de mon bolide rutilant, je vais arpenter l'un des plus beaux départements français puisque je vous invite à visiter les Pyrénées-Atlantiques, sa côte basque, de Bidart à Hendaye, en passant par les collines d'Espelette ou encore les montagnes du Béarn et son pic d'Ossau. Je vous propose un voyage festif, un voyage sportif et j'oserais dire même un voyage gastronomique. Toutes les couleurs du sud-ouest, toutes les saveurs de son terroir, toute l'authenticité de ces personnages truculents. Voilà ce qui vous attend, voilà ce qui nous attend. Soyez donc les bienvenus dans les Pyrénées-Atlantiques. Bienvenue dans mes échappées belles. Et allez! Ici votre commandant de bord, Jérôme Pitterin. Attachez vos ceintures, nous avons décollé destination Pyrénées-Atlantiques. Bonjour. Sillonner les routes des Pyrénées, c'est faire un voyage où les paysages et les cultures s'entremêlent et se complètent. C'est notre première découverte des Pyrénées, ça s'annonce bien. On va voler ou parapente? C'est ça. Génial! On se sent libre et tranquille, on prend le temps. Pays Basque, Béarn, des territoires qui revendiquent haut et fort leur identité. Je crois qu'on est devant la spécialité par excellence de Pau. C'est ça, la coucougnette. On aurait envie des fois de leur faire des câlins parce que c'est mignon, mais on se retient. Des plages de Saint-Jean-de-Luz au haut plateau de la vallée d'Ossau. Faut être patient à la pêche, Jérôme. Petit chipiron, petit chipiron. Des caractères affirmés, Robuste et pimenté. des rencontres inattendues et toujours de bon goût. Ce soir, on participe à un concours du meilleur pincho. C'est vraiment le bon moment pour redécouvrir les Pyrénées. L'an dernier, on était pauvre en gland. Cette année, c'est année de gland et je peux vous assurer que ça le fait. Salut Pachi! Bienvenue à la plage du centre à Bidart. Qu'est-ce que c'est beau! Aujourd'hui il fait beau, oui, ça c'est sûr. C'est extraordinaire. Quelques milliers d'habitants et seulement, mais pourtant un littoral qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Oui, c'est vrai que Bidart, on a la chance à 6 plages. Il y en a pour tous les goûts et pour surfer, c'est vrai que c'est le paradis. Ouais. Bon, puis moi, c'est pas le surfeur que je suis venu voir. C'est le joueur de pelote. Oui, bien sûr, la pelote basque, c'est vrai que moi c'est un sport que j'ai fait. J'ai commencé tout petit, à l'âge de 6 ans. Et c'est vrai qu'à Bidart, c'est la pelote, le surf et le rugby. Donc c'est vrai que c'est les 3 sports qu'on fait en général. Mon petit atelier où je fabrique tout ce qui est gants de pelote et les pelotes aussi pour jouer avec. D'accord. Donc Anguettori, bienvenue, Anguettori. comme sur le tapis. Voilà Jérôme, mon petit univers. Donc c'est là que tu travailles. Tu fais à la fois de la fabrication de tous les accessoires, on va dire, de pelote basque. Je suis spécialiste moi dans le grand gant pour jouer à l'intérieur, à la cesta punta. Avec ces gants-là aussi, on peut jouer à l'extérieur. Donc la spécialité s'appelle le grand schistera. Et donc là, ce sont les pelotes que tu fabriques aussi, toi, 100% tout seul? Ouais, voilà, ouais. Donc il y a des pelotes plus ou moins vives. D'accord. Donc il y a un noyau central de latex. Ensuite, il y a un grammage de laine. Ensuite, il y a une première peau qui maintient bien la laine. Et ensuite, il y a le dernier cuir avec lequel on joue. Voilà le fronton de Bidart. Il est grand ce Donc, fronton, dis donc. C'est immense. Ah, il est très grand, mais c'est le plus grand fronton d'Europe. Ah, il y a des gens qui jouent là? C'est mon frère, Yon. Ah, c'est ton frère? Ouais, avec qui je donne des cours là. Ok. Donc Yon, je te présente Jérôme. Jérôme, Comment ça va? ça va bien? Ça va ou quoi? Enchanté. Mais ouais. On a transpiré un peu avec Mathieu, là. Allez, go. Allez. On prend place sur la cancha. La cancha? La cancha, c'est le terrain de jeu en fait. D'accord. Mais je croyais qu'on disait le hayalai, non? Non, le hayalai, c'est à l'intérieur. D'accord. Elle est en piste. Bon, mais ça y est, on y est.
T'intimides ce mur un peu ou... Ah oui, il est impressionnant. En même temps, c'est presque sécurisant, parce que ça me laisse plus de place pour le toucher. Tout à Il fait. est vaste, tu vois. Tout à fait. La pelote, elle doit toucher le mur de face. Soit on la rattrape à la volée, D'accord. ou soit après le rebond. D'accord, on a droit à un rebond quand même ici. Un rebond, Ok. voilà. C'est parti. Hop. D'accord. À la cuillère. Là, j'attrape et je tape. Je prépare le gant devant pour attraper et j'accompagne. D'accord. Je lève, Ah bah voilà, il est bien là-bas. Donc le but, c'est le mur, c'est ça? on lève et voilà, parfait. Vas-y, à toi, essaie de rattraper, prépare le gant devant. Devant, devant, devant. Ouais, super. Ah non! C'est pas mal, ça. On va mettre quelqu'un là-bas? Il est pas assez grand, le fronton, Jérôme, ou quoi? 1, 2. J'attrape, je bloque, je lève. Ah oui. Ouais, champion. Ouais, c'est pas mal, ça. Voyons, dernier coup. Un petit revers? Allez, c'est bien. Merci. Tu as fait des compétitions, j'imagine. Tu as joué jusqu'à quel niveau? Championnat de France, championnat du Pays Basque, donc où j'ai été titré. Et j'ai été aussi champion du monde en moins de 21 ans. Ah ouais. En 2003 à Cuba. D'accord, génial. Là, on arrive sur la petite place du village. Ouais, voilà. Donc la place de Bidart, donc C'est le cœur. voilà, c'est typique, c'est traditionnel du Pays Basque. Et là, il y a un autre fronton. Il y a des gens qui jouent à la pelote aussi? Mais ouais, en fait, ça c'est la pelote basque, mais c'est une autre spécialité de jeu. C'est-à-dire? C'est la main nue. Ah, sans la chistera, juste Donc à la voilà, main? ils jouent sans instrument, juste avec la main. Donc ils jouent de la main droite et de la main gauche. Ok. Depuis combien de temps on joue à la pelote ici? Fin des années 1800. Non, les premiers éléments du village, c'est la mairie, l'église et le fronton. Ouais. Voilà, et après, ça s'est développé autour. D'accord. Au Moyen-Âge, on jouait déjà à des jeux de balles, jeux de pommes. La pelote basque tire son origine du jeu de pommes. Oui. Donc c'est l'enfant du jeu de paume alors? Tout à fait, ouais. D'accord. Ouais. Là, ça joue, là. Ah, ouais. C'est discuté là. C'est mignon, Bidart, parce qu'il y a plein de petites ruelles, là. Faut venir s'y perdre. Hein. Bidart, c'est à la croisée des chemins. Il y a le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle D'accord. Ok. qui passe par ici et voilà, le sentier du littoral aussi. On est 21 000 et l'hiver, on est à peu près 7 000. Ah oui, la population triple alors. Tout à fait. Ouais. Petite chapelle, ça? La chapelle de la Madeleine, où se retrouvaient certains marins. D'accord, oui. Donc voilà, en face de la mer. Ah oui, en face, ah oui, carrément, oui. La situation, elle est incroyable. Oh, le point de vue de fou, là. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. La brochure publicitaire le rappelle. Ici, les Pyrénées sont atlantiques. Aux montagnes d'écume éclaboussant la mer pour le plus grand bonheur des surfeurs, répond un océan de sommets, paradis des randonneurs, au point que parfois, le visiteur ne sait plus très bien s'il est à la mer ou à la montagne. Le chef Christian Duplessis, lui, n'a pas choisi. Du Pays Basque, il a tout pris. Il va falloir vite vendanger parce que les oiseaux ils sont servis là. Il y a déjà les oiseaux qui ont attaqué. Cette figure de Saint-Jean-de-Luz s'est installée au pied de la Rune, la montagne la plus emblématique du Pays Basque. C'est la princesse qui nous rassure, celle-là. C'est le baromètre, c'est la sécurité, c'est l'histoire. C'est rassurant de la savoir là. Et puis c'est notre guide un petit peu. Quand tu es perdu à droite ou à gauche dans le Pays Basque ou même en mer, tu l'as toujours comme repère. Dès que possible, cet ancien rugbyman devenu restaurateur aime arpenter les routes de sa région et rencontrer des producteurs partageant la même passion du Pays Basque. Tu vois, ça commence, les champignons, après il y a les châtaignes qui arrivent aussi. Voilà, je te dire, pour la bouffe, il y a tout. Dans pas longtemps, ça va être les palombes et tout le gibier. Tu peux pas mourir de faim. Après une heure de route, Christian arrive sur les hauteurs de Saint-Jean-Pied-de-Port. Chez Jean Brana, un viticulteur passionné qui a creusé la montagne pour planter de vieux cépages oubliés. Bonjour Christian. Ça va? Tu vas, genre, ça va? Tu t'es perdu dans les vignes? Oh non, je ne suis pas perdu, mais c'est vrai pour venir chez toi quand même.
Moi, je suis venu pour goûter ton vin, là, dont tu m'as parlé, là, ton assemblage des 2 vieux cépages. En fait, on en a 2, c'est Arouya et Remachawa, qui sont 2 cépages ancestraux donc, du Piémont pyrénéen basco-béarnais. Depuis 3 générations, la famille Brana cultive les traditions ancestrales pour faire renaître les vins du Pays Basque, comme l'Irou-Légui blanc et le Bizi-Berry rouge. Avec un seul mot d'ordre, sincérité et authenticité. On est tous des amoureux de la nature et du pays. Et puis travailler les produits locaux, Aussi. et ne pas oublier nos racines. Ouais. Et notre métier vigneron, c'est faire des vins de terroir. D'ailleurs, ce mot est souvent galvaudé, parce que le terroir, c'est quoi? C'est un sol, un sous-sol, un cépage, on oublie souvent le cépage, et ensuite c'est le climat et l'intervention de l'homme. J'en rêve d'avoir un produit comme ça sur ma table, à tout le monde, je pense. Mais c'est une micro-production, je crois, vous faites 800 bouteilles, c'est ça? Donc il va falloir se battre pour en avoir. Lorsqu'il n'arpente pas les montagnes basques, Christian aime profiter de l'océan, que ce soit pour une partie de pêche ou une simple sortie en mer. À la mer comme à la montagne, Christian Duplessis vous accompagne. Dès que les beaux jours arrivent, c'est une bouffée de tranquillité quand on est sur l'eau. On recharge les batteries et puis on oublie tout, même ne serait-ce qu'une petite heure ou deux. Christian file rejoindre Émilie et Aurore, 2 biologistes de l'association Itsa Sarima. Christian, on t'embarque? Son objet, le recensement et le suivi des cétacés présents dans les eaux du Pays Basque. Ah, c'est tout confort ici. Et bonjour, mesdemoiselles. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Alors là, on est en train d'écouter les vocalises de dauphins Ouais. pour essayer de les repérer et pouvoir avancer vers eux. Est-ce que tu veux écouter? Avec plaisir, bien sûr. Là, tu les entends parler. Devant, droit devant, pas loin, tout près Michel. C'est un petit groupe, au repos, juste là. Les dauphins, c'est toujours une chasse au trésor. Mais on est d'autant plus ravis quand on les trouve. Bien que le Pays Basque ait une longue histoire de chasse baleinière, bien peu de gens savent que ces eaux sont peuplées de nombreuses espèces de cétacés. Ceci est dû à la présence de gouffres de Cap-Breton, un canyon sous-marin atteignant par endroits 3500 mètres de profondeur et très riche en plancton et vie marine. Ils sont là. Ils sont là, juste là. Ah ouais. Ouf, les cuisses. En fait, les dauphins sont des très belles sentinelles du milieu marin. C'est-à-dire que si les dauphins sont présents, forcément, c'est que l'océan se porte très bien. Donc du coup, nous, on les étudie pour montrer les populations, pour avoir une idée justement de l'état de santé de nos océans. Ils sont juste devant, tiens, en lampe 2, là. Entre terre et mer, Christian Duplessis n'a pas voulu choisir. C'est pourquoi il a créé 2 restaurants, chacun dédié aux différents visages des Pyrénées-Atlantiques. Un département qu'il a accueilli à bras ouverts il y a plus de 30 ans. De la sole et du citron, c'est pas compliqué. Ouais. Tu le prends, Seb, s'il te plaît? Allez, tiens. La fois où je suis arrivé pour jouer au rugby à Bayonne, et ben voilà, j'ai dit on va poser les valises ici, quoi. D'autant plus qu'une basquaise m'a mis le grappin dessus, m'a fait 2 beaux enfants qui sont nés au Pays Basque et qui ont grandi ici. Et ma vie, elle est, enfin, plus de la moitié de ma vie est ici, mais mon cœur, il est ici complètement. Ça va, Vicente? Ça va et toi? Capitaine en forme? Salut Vicente. Salut. Jérôme? Bonjour. Vicente? Enchanté. Donc voilà. Donc c'est notre bateau pour aller à la pêche. Voilà. Exactement. Bon, on pêche quoi aujourd'hui alors? Aujourd'hui, on va essayer le chipiron et peut-être un peu de bonite. D'accord. On va larguer les amarres quand même, sinon... On va avoir une belle journée là. On va embarquer le ponton. 5h30, ça pique quand même. C'est ce qu'il faut pour avoir des chances d'attraper un peu de poisson. Le chipiron, c'est l'espèce de petit poulpe là, c'est ça? Ouais, c'est le calamar. D'accord, ok. Allez, on est parti? Ça marche. T'inquiète pas, on va essayer
d'attraper quelque chose aujourd'hui. Ouais, au moins, au pire, on attrapera un coup de soleil. Parce que la journée s'annonce belle. Hein. Les chaluts qui sont rentrés déjà. Il y en a qui se lèvent encore plus tôt. Hein. Ouais, les chaluts, il est rentré de la pêche. Là. On va faire aussi bien qu'eux, tu penses? J'espère qu'on va aussi bien faire qu'eux et puis voilà, remplir les épuisettes comme ça. Mais normalement, j'ai confiance, on a un bon capitaine là, Michente. Il a l'air sérieux. Il connaît bien. Très franchement, même si on ne prenait rien ce matin, rien que le spectacle du lever de soleil, la journée elle est faite. Petit chipiron. Des fois en leur parlant ça marche. Ah oui? D'accord. Là je lâche la ligne, dès que le fil s'arrête c'est que je suis au fond. Hop, je remonte un petit peu. Et là je dandine. Tu dandines. Pour agiter le leurre dans l'eau. Tout à fait. Franchement, je m'attendais vraiment à un niveau bien plus élevé en chipiron. Champion du monde de Chistera, ça ok c'est fait, mais en chipiron c'est pas... Je sais pas. Il faut être patient à la pêche, Jérôme. Ouais, c'est ça. Ça va venir. C'est ça? Ah ouais, c'est ça. Petit chipiron, petit chipiron. Allez, petit chipiron, où tu es là? Petit chipiron, allez, allez. Non, on y est là. On y est, je pense que ça va pas tarder à mordre. Non mais je vais vous montrer, parce que c'est pas possible. Ouais? C'est pas possible. Allez, à ton tour. C'est pas possible qu'on reste là-dessus. Petit chipiron, petit chipiron. On va essayer sur Guettari. C'est peut-être juste l'endroit qui est pas terrible. Eh bah oui, bien sûr. Parce qu'on pêche très bien là. Sauf qu'on n'a pas de poisson. Ouais, mais on pêche vachement bien quand même, tu vois. Hop, j'en ai un, arrête un peu là. Oh, il s'est décroché quoi. Allez, capitaine, ils sont où les poissons? Yann et Pachi, le sport, la pêche, vous êtes presque jumeaux tous les deux, non? Dans votre façon de fonctionner. On aime faire les mêmes activités, donc surf, pêche, plongée. On aime faire la fête aussi. Ouais. On s'entend bien. Ouais, mais où est-ce qu'il faut aller? Pas un chipiron, pas une bolite. Moi j'ai bien une idée. Hein. Faut filer à la poissonnerie, les gars. Petit chipiron, petit chipiron. Viens ici, là. Hop là. Allez. Là, tu l'as, le chipiron. Ah, bravo, bravo. Bon, et voilà. Hein. On dira qu'on est parti faire une balade en mer. On n'est pas obligé de dire qu'on a pêché. Hein? Un chipiron. Un chipiron, ouais, c'est vrai que c'est ça pas... reste entre nous. Ouais, la pêche est maigre. La fête du port de Guettari. Mais ouais, bienvenue à la fête du port, à l'association Jean de Mer qui organise un peu cette fête là. Jean de Mer, c'est ça? Voilà. C'est une association, vous en faites partie? Exactement, voilà. Donc c'est la journée des pêcheurs aujourd'hui. On organise des repas à moules frites. D'accord. Il y a des animations aussi. On va aller écouter les chants basques Allez, alors. super. Alors je voyais les jeunes là à côté qui connaissaient un petit peu les paroles, mais pas plus que ça. Est-ce que mes camarades qui sont partis d'ailleurs? C'est vos amis, les gars. Comment? Et donc les jeunes, ils connaissent un peu les paroles, mais pas vraiment beaucoup. Comment se fait la transmission des chants basques maintenant? Bien sûr, mais toujours les jeunes dans le Pays Basque connaissent beaucoup les chansons. Ouais. Beaucoup. Il faut les prendre. Et surtout vers l'intérieur. Ouais. S'ils sont plus chers de la mer qu'autre chose. Ouais. Mais sinon, beaucoup, oui. Tous les jeunes. Vous pouvez prendre les nouvelles recrues alors là. Hein. Ah, mais c'est pour ceux qui veulent, ceux qui veulent venir. On accepte tout le monde pour le chien. Ouais. Ah non, chef de pro. Allez, à l'attaque
l'attaque, Jérôme. À l'attaque? Il n'y a plus qu'à. Waouh! Allez, Yon. Des petites poules, des frites, et ça c'est un petit gâteau basque? Un petit gâteau basque, un petit gâteau du pays. Donc c'est la cerise? Ils sont à la crème. La crème. Elle vient d'où cette envie d'être toujours ensemble? C'est quelque chose qui est séculaire? C'est dans l'ADN des Basques? Sûrement. Sûrement. Bon esprit d'équipe, on va dire. C'est vrai qu'on est assez solidaires entre nous et c'est vrai qu'on aime bien partager un peu tout, quoi. Venir séjourner dans le Pays Basque, on est sûr d'avoir un accueil chaleureux et d'être dans le partage, justement. Bon, les moules un peu froides, hein? Oh, ça va? Ouais. Ça va? Je pensais qu'on mangerait les chipirons. Mais Allez, à votre accueil, merci beaucoup les gars. Merci. À la santé du Pays Basque. Plus loin sur la côte, on aperçoit Hendaye, la dernière ville française. D'ici, le bateau ne met que quelques minutes pour rejoindre l'autre rive où s'étend l'Espagne. À l'embouchure de la Bidasoa commence la plage d'Hendaye. Avec des vagues toute l'année, elle attire les surfeurs venus des deux côtés de la frontière. Pas encore très à l'aise sur sa planche, César est venu s'exercer avec ses 3 enfants. J'aime beaucoup venir ici. À Irún, juste à côté, on ne peut pas faire de surf car il n'y a pas de plage. Il faut venir soit ici à Hendaye, soit à Fontarrabie. Mais à Fontarrabie, la mer est calme, il n'y a pas de vagues. Je crois que c'est pour ça que les gens qui aiment surfer viennent ici. Dans ce cours de surf, les élèves espagnols sont aussi nombreux que les Français. Cela ne pose aucun problème à Anaël, la monitrice. Oui, vous pouvez les porter à 2. Passer d'une langue à l'autre lui vient naturellement. Depuis petite, je suis bercée par cette langue parce que même à l'école, pendant la récréation, il y a beaucoup d'amis qui vont parler en espagnol. ¿Qué te ha pasado? Les touristes espagnols sont ici comme chez eux. Je pense qu'ils apprécient le fait qu'on parle dans leur langue et que ça soit facile pour eux. Un poquito atrás, sí, que puedes. Et quand on dit qu'ils sont comme chez eux, ce n'est pas qu'une façon de parler. Un tiers des Hendayais est espagnol, comme Victor et ses amis. Depuis longtemps, la ville est liée à l'histoire du pays voisin. À la frontière, une stèle rend hommage aux combattants républicains espagnols. Les parents de Victor ont fui le franquisme en 1936. Comme eux, des milliers d'autres ont trouvé refuge en France. La plupart se sont installés en Hendaye, n'est-ce pas? Et ils se sont très facilement francisés. Ils étaient frontaliers. Au début, il y a eu un peu le problème de la barrière de la langue, mais ça a été facilement surmonté parce que les Français hendaillais ont très bien accueilli les républicains espagnols. Victor cultive un lien très fort avec le pays de ses parents, où il a travaillé de nombreuses années. Aujourd'hui, à la retraite, il le traverse presque tous les jours avec ses amis. Nous allons franchir la Bidasoa, tout de suite. Nous quittons Hendaye, et voilà, juste à la borne, là, ça y est, nous voici en Espagne. Les 3 compères ont leurs habitudes à Irún, la grande ville voisine. Buenos días a todo el mundo. El país, c'est le Diario Vasco, s'il vous plaît. Merci. Ils en profitent aussi pour faire leurs courses. Les vins locaux et la charcuterie sont moins chers de ce côté de la frontière. Mais ces emplettes sont surtout un prétexte pour passer du temps en Espagne. C'est mélanger les plaisirs français aux plaisirs espagnols et basques. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une région trilingue. Ici, on parle autant le français et l'espagnol que le basque, n'est-ce pas? Et on trouve des spécialités qui ne sont pas différentes, mais complémentaires. Et là, voilà, c'est le pays de la gastronomie, n'oubliez pas. Et au pays de la gastronomie, qu'on soit côté espagnol ou français, le pincho est une institution. C'est le nom basque donné au tapas. Dans son restaurant à Hendaye, Mogno en prépare pour la soirée. Et donc ce soir, voilà, on participe à un concours, le concours du meilleur pincho. Et donc on s'est mis en place ce soir pour participer à ce concours, certes, mais aussi pour essayer d'étonner, de satisfaire nos clients.
et de passer un bon moment convivial autour d'un petit pincho et d'un petit verre et faire la fête. C'est la deuxième nuit du Pincho à Hendaye. Mais ces concours existent depuis longtemps en Espagne, à tel point que les tapas sont devenus des mini-plats gastronomiques. Un sommelier et 2 chefs basques réputés de la région composent le jury. Ils font la tournée des restaurants. Bon petit pinchos. Chef. Mugno est le premier dans l'ordre de passage. Voilà messieurs. Alors, un chaud-froid terre-mer avec tartare de gambas aux agrumes, riz d'agneau et chips de chorizo bellota. C'est très bien. Merci. Merci. Bonne dégustation. Très bien présenté. Voilà, ça démarre costaud. L'ambiance est décontractée, mais les jurés restent exigeants. Et je pense qu'à peine un peu plus de citron vert et là c'était ouais, un peu plus de pêche parce que t'as le riz d'agneau, tu vois, c'est super bon les textures, la gêne, mais un peu de ou peut-être juste les riz revenus au vinaigre. Bien que de petite taille, le pincho doit quand même répondre à certaines règles. Un bon pincho doit être amusant, c'est quelque chose qu'on partage souvent avec des amis, donc voilà, on doit être un petit peu surpris. Et voilà, quand ça amène le débat déjà c'est bon signe, et quand on finit l'assiette surtout c'est très bon signe. Merci beaucoup. Et c'est très bon. Merci. Bonne continuation. Merci. Amusez-vous bien. Bon courage. Merci. On va poursuivre notre petit périple. Allez, c'est parti. Allez-y. Et on continue. Régalez-vous. Merci. À tout à l'heure. Merci. Pendant 2 heures, nos 3 critiques goûtent, trinquent et jugent les pinchos d'une quinzaine de restaurants. Dehors, la fête commence. Excellent. Et comme en Espagne, le pincho s'accompagne toujours d'une bière ou d'un verre de vin. À 21h, le verdict du jury tombe. Et nous avons remis le premier prix à Mugno. Allez, chez Mugno, goûtez ça en place, c'était merveilleux. Voilà. Merci à vous tous. La soirée continue avec des chansons basques à la gloire de la région. Plus tout à fait la France, mais pas encore l'Espagne. Hendaye est avant tout fier d'être basque. C'est à la croisée de ces 3 cultures que la ville a forgé son identité. Salut. Tu vas bien? Ça va? Oui, très bien. Bonjour, enchanté, Jérôme. Bonjour, Fabien. Enchanté. Fabien, un client à moi sur Toulouse. D'accord. Là, vous venez de Toulouse exprès pour acheter son piment? Ouais, je suis restaurateur à Toulouse. D'accord. Et du coup, on essaie de valoriser tous les terroirs du sud-ouest. Et souvent, je vais rencontrer les producteurs avec lesquels je travaille, c'est important. Ils savent ce que moi j'attends dans le produit final, donc c'est vraiment dans la poudre de piment d'Espelette. Oui, et il y a plusieurs qualités, j'imagine, comme tout produit. Exactement. Voilà. Bon, messieurs, je repasse. Au revoir. Au revoir, Allez, ciao. salut. Bon, tu veux que je te file un coup de main? Je veux bien. Tant qu'à faire, tu vas m'expliquer comment tu cueilles je vais ça. te montrer ça. Ça doit être délicat quand même. Non, non, c'est pas si délicat que ça. Tu vas prendre une caisse. Comment tu t'es retrouvé dans cette aventure du piment, toi? Eh bien, je me suis retrouvé là parce que mes oncles arrivaient à l'âge de la retraite. Et donc, ça a été l'opportunité pour moi de reprendre cette exploitation, de faire vivre ici. C'était un petit peu vieillissant. Donc, j'ai tout défriché ici quand j'ai repris l'exploitation. Et puis, bon, je me suis penché un petit peu sur les opportunités économiques qu'il y avait. Donc, bon, c'est sûr que le piment, quand même, avec la notoriété qu'il a. Et donc, je me suis lancé tout naturellement dans cette aventure. Et étrangement, c'est quand même une région qui a une certaine humidité, mais la période de récolte, elle est très sèche quand même, non? Et c'est ça, c'est le pic, c'est août, et ça dure jusqu'au 1er décembre. C'est chaque année, on remballe et on refait une production nouvelle. D'accord, c'est-à-dire que tu arraches et tu replantes. Voilà, arracher, débâcher, replanter.
D'accord. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'en ramassant le piment, je vais finir de la même couleur que lui avec le soleil. Ah, ça c'est sûr qu'aujourd'hui, on est bien lotis avec le soleil. C'est la serre où tu sèches tes piments? C'est ça, c'est la serre. Je mets en plaque. D'accord. Et après, je fais maturer le piment. Combien de temps tu laisses les piments frais, comme ceux qu'on vient d'emmener, par exemple, ici au séchage? Avec ces grosses chaleurs, je laisse 15 jours, 3 semaines. Ouais. Et après, comme il fait plus frais, ça peut aller jusqu'à un mois, voire un mois et demi. Et ceux-là, ils sont plus secs encore? Voilà. Ils rougissent plus ils perdent de l'eau, plus ils rougissent? Voilà, c'est ça. Là, c'est un produit qui est bien déshydraté. Combien il te faut de kilos de piment frais pour faire 1 kilo de poudre? Il me faut 8 kilos. Une jolie petite fermette, là? Oui. Avec la vue sur la... Avec la vue derrière sur les montagnes. Oui, ça va être beau. Donc là, c'est la mise en corde. C'est ça. C'est ce qu'on voit sur les façades. C'est des façades d'Espelette. Comment tu les appelles d'ailleurs? Ça, quel nom, ça? Ça, c'est une corde. D'accord. On va appeler ça une corde de piment. Une corde de piment. D'accord. Il faut que les piments soient homogènes, pas tachés. Si tu avais une caractéristique ou, je sais pas, si tu devais me dresser une espèce de portrait du piment comme si c'était une personne, tu dirais quoi? À l'image du basque, en général. Ah oui, avec son trait de caractère. Ouais. Robuste. Ouais. Et pimenté. C'est très beau. Très beau. Qu'est-ce que c'est beau ici. On découvre là toute la côte finalement au fond. Là. Voilà, depuis Bayonne jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Et derrière, c'est un peu caché, c'est Hendaye. Et le village en bas. Toi, tu es originaire d'ici? Non. Non. Moi, je suis originaire de Soule. Donc tu n'as jamais quitté le Pays Basque finalement? Eh non. Non, t'as pas réussi? Non. avec ça, c'est juste pas possible. C'est difficile, ouais. Non. Ça fait une petite randonnée pour ceux qui veulent venir se balader. Une petite randonnée, mais même avec un coucher du soleil là, le soir, avec une petite grillade avec les enfants, là, regarder le coucher du soleil, c'est juste magnifique ça. Ouais, avec une pincée de piment quand même. Ah, oui, forcément. Ouais. Et là, c'est un petit cimetière basque aussi? Voilà. Ça, c'est des stèles. D'accord. Moi, je suis adepte de toutes ces pratiques de sport nature. D'accord. Dans tout cet arrière-pays, on peut faire plein de choses. On peut faire du VTT, on peut faire de la rando. Okay. Et donc, tu fais donc beaucoup d'activités de sport nature, toi? Ah oui, je suis passionné par ça. C'est ça ton passe-temps préféré? C'est ça. J'ai été préparer une petite surprise. D'accord. Je t'en dis pas plus. Ok. Pimenté? Forcément. Je crois comprendre ce qui m'attend. Ah. On va voler en parapente. C'est ça. Génial. Voilà un petit peu le cadre. C'est chouette. Et dans ces conditions-là, météo un peu brumeuse comme ça, on peut voler? Oui, là ça va. Là, on est juste en dessous là, du plafond, donc super. Je pense que ça peut être sympa. Bon, mais Jérôme, manège. Ovegnat. Ciao. Soudef, Roman. Jérôme. Enchanté. Comment va? Manèche. Manèche, tout à fait, oui. D'accord, ça aussi c'est basque? Basque, ça veut dire Jean, si tu... C'est le... D'accord, Jean, ok. Basque, c'est Manèche. Et c'est avec toi que je vais faire un petit tour de manèche. Voilà, un tour de manèche. Enchanté, d'ailleurs. Ça va être chouette. Allez, on y va, avance. Allez, avance. Allez, on y va. Youhou! Bravo. On est bien, là. Super. On n'a pas décollé de très haut, finalement. Quelle altitude? Le sommet est à 897. Donc on a décollé légèrement plus bas. D'accord. Là, on devait être à 670 mètres. D'accord. C'est joli ce patchwork là de couleurs de vert, de dégradés là, c'est magnifique hein. Ça va Baignat? Ah je le vois à peine. Oui. Youhou. Bravo. Magnifique. Hey. Bravo. Acrobate, je te voyais faire des loopings là-haut.
C'est chouette, vraiment chouette. Bon, on est content que ça t'ait plu. Hein. Ouais, merci, je m'attendais pas à ça, donc ça fait d'autant plus plaisir. C'est cool. Ce beau cadeau. Parfait. Voilà, ça a été une journée pimentée et avec des sensations. Voilà. Bon, merci en tout cas. Merci. Merci à toi. Des cols redoutables et des routes légendaires empruntées par le Tour de France. Les Pyrénées sont un formidable terrain de jeu pour les cyclistes. Venus de Belgique et du nord de la France, ces amateurs s'apprêtent à faire la grande traversée des Pyrénées. On démarre pour 7 jours de vélo jusqu'à Collioure. En fait, on traverse les Pyrénées. On va faire quelques cols dans l'itinéraire, le Tourmalet, l'Aubisque, Marie-Blanque. C'est notre première découverte des Pyrénées, ça s'annonce bien. C'est parti les gars. Allez les gars. Allez. Bonne balade. La première des 7 étapes compte plus de 120 km à travers les montagnes verdoyantes du Pays Basque. 800 bornes et 18 000 mètres de dénivelé positif en une semaine, c'est un véritable défi sportif. Ouais, Jackie, attaque. Attaque de Jackie. Dis-moi que je me prépare pour faire ça, alors... J'ai fait des grosses sorties pendant des semaines et des semaines. Alors, je suis arrivé à mon poids de forme. Alors, je pense que ça devrait le faire. Avant d'attaquer la principale difficulté du jour, c'est super, il y a une petite rue médiévale là, superbe. Le groupe fait une petite pause à Saint-Jean-Pied-de-Port, au cœur du Pays Basque. Ce qui me fait peur, c'est d'enchaîner les étapes comme ça. Donc faire une étape avec 1 ou 2 cols, ça va. Même faire 120 km, ça va. Mais j'ai jamais fait dans la répétition. L'ascension tant redoutée commence. C'est parti pour 3 heures de montée du col Bourdine-Curuceta. Pas plus. Ça devient dur là. Les premiers kilomètres sont les plus difficiles. Les jeunes Belges ont l'habitude de parcourir ce genre de distance, mais seulement sur terrain plat. Ouais, en Belgique, on cherche la côte. Ah, ça remonte. Encore quelques virages en épingle à travers le massif des Arbailles. Et enfin, le sommet. Excellent. Col de Bourdine-Curuceta. Chacun colle à son rythme, mais au-dessus, tout le monde doit être là. Ça reste c'est un truc d'équipe. Hein. Plus jamais on fait une pause sandwich avant un col. T'es végétarien, t'as pas réussi? Tu l'as mangé 3 fois? J'ai cru que j'allais m'évanouir, j'avais des vertiges au début. Mais une fois au sommet, l'effort est récompensé. C'est déjà une bonne première victoire. On était en vallée tantôt et là, c'est magnifique. Ça commence vraiment à sentir les Pyrénées. Pour Victor, François et les autres, ce n'est que le début de l'aventure. Encore 700 km et plusieurs cols à franchir avant de rejoindre la Méditerranée. Les amateurs de vélo ne sont pas les seuls à trouver leur bonheur dans les Pyrénées. Donc là, on descend là, on va prendre la croupe là-bas. Ensuite, ça se voit pas, mais on redescend. Ça te va? Ça me va très bien. Depuis plusieurs années, Nicolas et Stéphanie pratiquent le trail, la course en milieu naturel. Je trouve que c'est plus sympa que de courir sur la route. On parcourt de plus grandes distances qu'en marchant. Et c'est devenu un moyen aussi de reconnaître certains parcours qu'ensuite je peux aller refaire en marchant plus tranquillement. Passionnés de sport et de nature, la montagne est pour eux un refuge. On est loin de tous les tracas, du bruit, de la pollution. Enfin, voilà, on est bien, on se sent libre et tranquille, on prend le temps. On ne regarde pas l'heure quand on est en montagne. Une passion que Nicolas partage dans le cadre de son métier. L'été, il emmène les touristes à la découverte de la flore et de la faune de la Rune, célèbre sommet du Pays Basque. Ah super, il va nous passer juste à côté. Les vautours, ils mangent pas beaucoup. Donc pour économiser leur énergie, en fait, ils vont utiliser soit des bulles de chaleur qui vont monter, soit des vents. C'est des super bons planeurs. Le vautour fauve est une des espèces protégées de la Rune. Tout comme le potoc, poney emblématique du Pays Basque. Et en fonction des endroits où on se situe, ils sont plus ou moins sauvages, quoi. Donc ici, sur la Rune, comme ils ont l'habitude de voir du monde, ils se laissent poupouiller, quoi. Ils sont pas trop sauvages. Nicolas et son groupe sont quasiment les seuls sur la Rune à cette heure-ci.
Ils ont choisi de randonner en fin de journée pour admirer le coucher du soleil. Je pense que le soleil va passer juste entre les nuages et l'océan. Ce sera parfait. Même par temps gris, vu d'ici, le ciel dévoile ses plus belles couleurs. C'est une très belle expérience. C'est vrai qu'on avait vu la Rune par beau temps et là, voir avec la couverture nuageuse le coucher de soleil, là, c'est vrai que c'est magnifique. On est dans les Pyrénées avec le Raiskibel qui est la pointe occidentale des Pyrénées. Voilà, les Peñas de Haya qui a la tête dans les nuages. Et puis là, face à nous, l'Espagne. La visite se termine en apothéose. En s'installant ici, Nicolas a trouvé ce qu'il cherchait. Un environnement à la fois sanctuaire et terrain de jeu géant. Bonjour Sébastien. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, nickel. Très heureux d'être là. Bienvenue à Pau. Bon, super. J'ai garé ma voiture de sport rutilante par là-bas. D'accord. Et je suis tout à toi. Qu'est-ce que tu m'as prévu alors? on va monter sur la partie haute de Pau, où on aura un super point de vue sur les Pyrénées et on va y aller en funiculaire. Bon, le funiculaire fait partie du paysage palois depuis longtemps. Ouais, ça fait un petit peu plus d'un siècle, je crois. Alors bien entendu, il y a eu des périodes où il était fermé pour être rénové et tout ça. Et aujourd'hui, on voit qu'il marche super bien. Et on a beau être une ville Tour de France, c'est quand même très pentu. Donc c'est vraiment utilisé par ceux qui travaillent et puis par les touristes parce que c'est joli, ça a du cachet, c'est partie de l'histoire de Pau. C'est sympa, ouais. Alors tu vois Jérôme, c'est là-haut que tu vas dormir ce soir. C'est-à-dire? Le Belvédère, c'est l'endroit de Pau où on a la meilleure vue sur les Pyrénées. C'est vraiment un endroit insolite, tu vas voir, c'est génial. Ah, c'est excellent. Ah oui, en effet. À la base, c'était un grand hôtel. Et aujourd'hui, ce sont des logements? Aujourd'hui, ce sont des logements, ouais. Okay. Et nous, on va tout en haut. Ah. C'est exigu, hein? Waouh. Bonjour Jean. Bonjour Sébastien. Je te présente Enchanté, Jérôme. Enchanté aussi, très heureux. Quel lieu incroyable. Ah oui, 360. Ah, c'est fou ça. En fait, c'est un triplex, on est dans le premier étage. D'accord. Et alors donc, Sébastien m'a expliqué que c'était un hôtel auparavant? Oui, c'était le Splendid Hotel, donc de 1870, un siècle et demi. Aujourd'hui, il s'est transformé en appartement, dont j'accueille pour la nuit des couples, des personnes, des voyageurs dans ce lieu magique et ils ressortent à chaque fois enchantés et éblouis de cette vue. Je suis tombé amoureux complètement et je n'ai eu de cesse depuis 20 ans de l'améliorer. Mon grand bonheur, c'est le partager aujourd'hui. C'est très chouette. Donc là, on va arriver sur la chambre. Ah! Et toujours cette vue. Ah, super. La ville de Pau à nos pieds. Là, on est sur la balade. Le fameux boulevard des Pyrénées, ouais, c'est ça. La plus fréquentée probablement de la ville. Ouais, exactement, où on a le plus beau balcon des Pyrénées. C'est comme ça qu'on dit, un peu chauvin. Alors toi, t'es pas un montagnard d'origine, t'es pas palois, je crois. Je suis béarn d'adoption. Je suis venu ici à l'âge de 18 ans pour venir m'entraîner parmi les meilleurs. D'accord, donc kayakiste de haut niveau, t'as été champion du monde, je crois, en plus. Hein. Ouais, champion du monde en 2007 au Brésil, deuxième en 2014 aux États-Unis. Et puis l'an dernier, j'ai fait les Jeux Olympiques. Waouh, génial. À Rio, en 2016. Château de Pau. Oui. Qui a vu naître un célèbre Henri IV. Henri IV, qui est né dans une, pour l'histoire, qui est né dans une coquille de tortue. Exactement. Une carapace de tortue, c'était son landau. C'est ça. Qu'est-ce que tu apprécies dans cette ville, toi? Toutes les activités culturelles tout au long de l'année. Et puis forcément toute la gastronomie paloise. Et puis bon, j'ai mon diététicien qui m'a toujours dit qu'il fallait
être mangé avec plaisir, diversifié, etc. Donc ton diététicien est un descendant d'Henri IV qui était lui-même un épicurien alors. Exactement. Bonjour. Alors je vois de quelle confiserie tu veux me parler ici. Je crois qu'on est devant la spécialité par excellence de Pau. C'est ça, la coucougnette. Les coucougnettes, c'est ça. Alors ça vient d'où ce mot coucougnette? Ça vient du mot coucougner, câliner. D'accord. Et qui fait surtout référence à notre roi Henri IV, et notamment à son caractère un petit peu polisson, en lien avec toutes les femmes qu'il a pu avoir. On va se goûter ça alors. Ouais. Tu vas voir, avec ça, tu vas prendre des forces. Ah, mais c'est croquant dedans. Il y a de l'amande, du chocolat. Et la pâte d'amande ensuite. Et l'association chocolat framboise me plaît bien. Très bonne idée, jeune homme. Bravo. Alors Jérôme, bienvenue au Stade d'Oif de Pau. C'est une super installation, c'est un grand complexe. Hein. Ouais, depuis des années, on reçoit les championnats du monde. Donc c'est vraiment la place importante du canoë-kayak slalom, particulièrement à Pau. Oh, c'est chouette. Donc ici, c'est là que commence l'eau vive, le start pour les compétitions. Et c'est à partir de là qu'on va évoluer sur le parcours d'eau vive. D'accord. Alors on va être sur quel type d'embarcation? Ces kayaks comme ça, monoplace? Alors non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va utiliser cette embarcation, la orange. Mais est-ce que toi, tu me ferais une petite démonstration avec ton kayak de compétition? Ouais. Allez, fais-moi rêver. Allez, c'est parti. C'est spectaculaire, c'est chouette. T'as quelques petits points sur lesquels je vais te faire faire des rectifs, mais sinon c'est vraiment bien. Ça marche, bah écoute, on y va, c'est parti. Allez. J'ai comme l'impression qu'il y a de l'eau dans le kayak. Excellent. Allez, bien joué. Merci Sébastien. Ah, je me suis régalé. Ah, Bien débrouillé. C'est top parce qu'il y a des vraies sensations de vitesse. On sent qu'on peut surfer de temps en temps les vagues, et puis tu gères derrière, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Mais non, c'est toi qui as tout fait. Oui, non, c'est fabuleux. Ouais. Maintenant, on peut découvrir aussi la rivière, ce sera un petit peu plus paisible. D'accord. Et là, on a la vue sur le château. Ah oui, en effet, exact. Ah, c'est joli. Hein. C'est super paisible. Hein. Ça change des remous qu'on vient de vivre et qu'on vient de traverser. C'est aussi un des atouts de la région, ce gave de Pau, là. Ouais, en fait, c'est la colonne vertébrale un petit peu de l'agglomération parce qu'elle la traverse de bout en bout, en fin de compte. D'accord. On l'appelle aussi la voie bleue de Pau. En tout cas, merci pour cette super journée. Bah, avec plaisir. À Languille, sur les rives du Gave d'Oloron, Las ressemblerait à beaucoup de petits villages français, si quelques signes ne semblaient indiquer qu'il se passe ici des choses un peu extraordinaires. Et où suis-je? Principauté de Las. Ah, des gens. C'est quoi ça? Bien le bonjour mes braves. Henri IV, roi de France et de Navarre. Je vois que je suis à la principauté de Las. Affirmatif. Est-ce que vous pourriez me conduire jusqu'à votre prince? Oui, pas de problème. Surgissant du passé, le bon roi Henri, venu en voisin de son château de Pau, découvre que Las est devenu, au même titre qu'Andorre ou Monaco, une principauté. Et cela en plein cœur de son royaume de France et de Navarre. Mes amis, Majesté,
Alors, qu'est devenue la baronnie de Las? Ah, Majesté, 4 siècles après, nous sommes devenus une principauté. Alors, à ce titre, nous allons vous faire citoyen d'honneur de la principauté et vous remettre le passeport de la principauté. Cette principauté, c'est le rêve un peu fou du maire de Las pour lutter contre la désertification de son village et la dissolution progressive des petites communes au profit des grandes collectivités territoriales coupées du quotidien. Que cette nostalgie romantique... Être dans une principauté, c'est être différent. Et du coup, c'est s'inventer un autre avenir, un autre destin, ou plus précisément, reprendre notre destin en main. On a copié le modèle andorran dans notre constitution, puisque nos 2 coprinces sont le président de la République française et l'évêque de Bayonne, à l'image d'Andorre. Donc vous voyez qu'on est un territoire dans la République, mais différent. Pour l'instant, pas fiscalement, malheureusement, j'ai envie de vous dire, mais peut-être un jour. Une douane, un passeport et même une monnaie, la vaquette. Las a tous les attributs d'une principauté, elle a même son grand prix. La principauté de Monaco a son grand prix de Formule 1, la principauté de Las a ses 3 heures de la pointe. Et bien sûr, Las a aussi son drapeau et ses Champs-Élysées, le Las Vegas Boulevard. Notre bon roi Henri IV nous rend visite pour la première fois, donc en son honneur, on va hisser les couleurs avec nos vaches béarnaises. Monsieur le Prince, est-ce que tu as reçu la dernière étoile du Las Vegas Boulevard? Eh bien, écoute, j'ai Pierre Bonte qui est arrivé dans mon bureau. Je le descends? Ben oui. Allez, je t'amène l'étoile. À de suite. Bon, je sais pas où on va la mettre, celle-là, écoute. À hauteur d'homme, que ça soit facile Ici, à lire. là. Voilà, comme les autres. Ouais, peut-être aussi. Ouais, très bien. Ouais. Ça fait plus de 20 ans maintenant que le village organise un festival, le Festival des Transhumances musicales. Et donc, se sont succédés quand même des grands noms de la chanson. Et pour immortaliser, commémorer le passage des artistes, on a choisi de faire des étoiles à leur effigie. Ce qui, à première vue, semble n'être qu'une énorme farce, est en réalité un atout pour attirer les investisseurs. Car Las cultive des désirs de grandeur à la manière de la principauté de Monaco. La différence entre Monaco et nous, c'est qu'on n'a pas de rochers, mais on a 646 hectares. On n'a pas de fortune, mais on ne désespère pas de la trouver. Ben, il ne reste plus qu'à dire au monde entier, messieurs, dames, venez investir chez nous, l'avenir est en principauté. La principauté de Las a même sa vache sacrée. Une béarnaise, propriété de Bernard Simora, un passionné qui tente de sauver cette race locale au bord de l'extinction. Ça va? Comment vas-tu, Bernard? Bonjour Bernard. La vache est sacrée en principauté et c'est les vaches de Bernard Simora qui ornent le drapeau de la principauté. Jacques, il veut faire vivre son village. Et moi, je veux faire vivre la race béarnaise. Donc, si tu veux, au fond, c'est un instinct de survie. Il y a une flamme. Des artisans un peu fous sont aussi passés à Las et s'y sont arrêtés. Bonjour. Comme Lynn et Jean-Pierre Biensan, nommé joaillier officiel de la principauté. On n'est pas fou, on aime un peu les défis, entre parenthèses. Tout comme le défi d'être artisan dans un petit village où il n'y a quasiment que des agriculteurs, avec qui on s'entend très très bien. C'est un plus, moi je dis que c'est un plus. Être dans un petit village de gens audacieux, notamment avec un maire audacieux, eh bien c'est un plus. Venez, Majesté. Très joli. Avant de s'en retourner vers son château de Pau, Henri IV ne pouvait quitter Las sans revêtir la coiffe officielle de la principauté. Nous y voilà. Bonjour, Majesté. Ah, celui-ci me sied très bien. Il sera du plus bel effet à la cour. 134 autres communes libres autoproclamées existent en France. Mais contrairement à Andorre ou à Monaco, Las n'est pas une principauté reconnue par l'État.
T'es en charmante compagnie, dis-moi. Salut Jérôme. Comment ça va, Daniel? Ah ben ça va, ben on est en pleine nourriture des cochons. Je vois ça. Ah ben oui, mais il faut ce qu'il faut. Si on veut des bons jambons, hein, il faut des bons cochons et à partir de là, ben, on arrive à faire un bon produit, un bon résultat. Et ça, c'est le porc gascon. Alors ça, c'est le porc gascon, c'est les cochons qui sont tout noirs, race pure. Les queues longues, la rosace, les oreilles en casquette et le pelage tout noir. Et alors, qu'est-ce que tu leur donnes ici? Tu les élèves comme ça en plein air? Toujours en extérieur, zéro bâtiment. Même l'hiver? Ah oui, l'hiver, justement, c'est des races rustiques. Ah, je sais pas, tu vas m'expliquer. Eh bien, races rustiques, génétiquement non modifiées, ouais. Zéro cabane, zéro fosse septique, zéro antibiotique, des céréales, céréales aplaties, on parle du transit intestinal, on parle du bien-être animal, on parle d'oméga, on parle de réduction de maladies cardiovasculaires. Et voilà, et ça le fait. Je sais pas si tu as remarqué en venant qu'il y avait tous les glands qui commencent à tomber. Oui, oui. Cette année, on est riche en glands. L'an dernier, on était pauvre en glands. Il y a une année sur deux. Cette année, c'est année de glands et je peux vous assurer que ça le fait. J'aime bien cette phrase d'une année riche en glands. Réaliste. Et on secoue un peu les branches et les glands tombent. D'accord. Tu vois, hein, ouais, je vois le chêne, bien sûr. En tout cas, c'est quand même extraordinaire de pouvoir élever voilà, des animaux dans un décor comme celui-ci, tout naturel. Vu sur le Pays Basque, tu remarqueras que c'est vert aussi. Hein, oui. Ça pousse vert. Voilà. Ça pousse vert. Et le Pays Basque, c'est vert. Non, là, on est encore côté basque, là. Hein. Tout à fait. Ici, c'est le Pays Basque. Et à Salis, ou à ta charcuterie, c'est le Béarn. C'est le Béarn. Voilà. Donc tu as un petit peu des deux. On le béret basque et le cochon gascon. On est à cheval sur le Pays Basque et le Béarn. Voilà, tout à fait. Bon, est-ce que tu m'emmènes et que tu me montres un peu comment on fait ce fameux jambon de Bayonne? Mais il n'y a pas de souci, on va aller d'abord à la saline voir le sel et on va t'expliquer comment on fait le jambon de Bayonne. Allez, t'es le dernier gland. Ah. Donc toi, t'es un enfant de quoi alors? Du Béarn ou du Pays Basque? Parce qu'avec ton nom, c'est plutôt basque. Ben, mon nom, c'est basque, mariée salisienne, le magasin en Salis de Béarn, on habite au Pays Basque, frontalier avec le Béarn et le Pays Basque. Ouais. Tout le monde est content finalement. Voilà. On habite un pays charnègue entre le Pays Basque, le Béarn, sud des Landes. Ouais. Voilà. Non, c'est bien. C'est bien. On a une bonne petite région, on a ce qu'il faut, on a de quoi manger, on a de quoi boire. Donc c'est là que tu viens acheter ton sel alors pour faire tes salaisons? Absolument. On vient ici, Salis de Béarn. Le sel à Salis, c'est un petit peu l'ADN de cette petite commune. Absolument. Ah ben bonjour. En pleine récolte. Bonjour. Bonjour. Alors, la pêche est bonne? Ah voilà, je ramasse la fleur de sel. Ah oui, la fleur de... Disons, c'est chaud là. Ah c'est chaud, oui. Ah, alors ça chauffe à 83 degrés. Le principe, c'est que vous chauffez l'eau pour récolter plus rapidement? On chauffe l'eau et si vous voulez, la fleur de sel se crée en surface avec le refroidissement de l'air. Alors l'air vient lécher la surface de l'eau et il y a une cristallisation qui se fait. Par contre, cette fleur de sel, elle est très légère et si on la ramasse pas au fur et à mesure qu'elle se crée, elle tombe au fond et ça crée du gros sel. Le gros sel, d'accord, bien sûr. Étant donné qu'il n'y a pas la mer, on va dire la mer est à peu près 1 heure d'ici, ce sel-là, il vient du sol, j'imagine? Il vient du sol, alors la mer est à peu près à 1 heure d'ici, vous avez raison, mais il y a 200 millions d'années, la mer était ici. Quand elle s'est retirée, elle nous a laissé le sel en profondeur. D'accord. Donc ça fait que dans tout l'Aquitaine, on retrouve du sel à différentes profondeurs. Et nous, la particularité qu'on a ici à Salis, c'est qu'on a en plus une eau qui se charge toute seule en sel. On n'a plus qu'à la pomper. D'accord. Mais c'est le sel de Salis. Si tu sales pas tes jambons avec le sel de Salis, tu peux pas appeler ton jambon de Bayonne. D'accord. Ça fait partie de la charte? Oui. Ok. Donc toi, par exemple, tu fais du jambon de Bayonne? On fait du jambon pour gascon. D'accord. On ne peut pas l'appeler jambon de Bayonne. Parce que c'est pas la bonne origine du cochon. Voilà. Et puis géographiquement, il y a sans doute un périmètre aussi. Mais on est dans le berceau, bassin de la Dour. D'accord. Voilà. Ok. Bon Daniel, est-ce que tu me montrerais l'endroit où tu sales tes jambons? Donc, à réception, les jambons vont rentrer dans la machine. Le jambon est massé avec le sel de Salis. Et alors après, ils sont rangés sur les clayettes. Ouais. Il faut mettre une couche de sel dans le fond pour que le jambon puisse saler et par-dessous et par-dessus. D'accord. Voilà. Et ça, il reste comme ça salé combien de temps? Entre 10-15 jours, ça dépend du pot du jambon. Salut Florent, je viens chercher mes jambons. Ouais, mais on te les a préparés, ils sont là. D'accord. Ils sont prêts à sortir là. D'accord.
Donc tu testes à la fois la fermeté de la viande, l'asséchage, et tu goûtes pas du tout par contre. Ah non, on goûte pas. On sonde le jambon. Là. Tiens. Ouvre. Ouais. J'ai envie de te dire que ça sent le jambon, quoi. C'est quoi les critères comme ça au nez? S'il a une odeur de noisette, et si vraiment il y a un résidu de ça à l'intérieur du jambon, le jambon n'est pas très bon pour la consommation. On va essayer celui-là pour voir. Oh, génial, il est encore meilleur celui-là. Ah oui, c'est plus fort, t'as raison. Oui, tu vois, moi je marque mon nom, l'estampillé l'abattoir, et je mets une petite bague en sachant que c'est le 980e jambon. Alors tu prends lequel? Je vais prendre le premier qui vient, parce qu'il me semblait très très bien. Donc, allez. Salis, c'est une petite commune avec combien d'habitants ici? Il y a à peu près 5000 habitants. Ah oui, d'accord. On a des thermes en plus sur place, donc... Ah oui, les eaux thermales ici à Salis. Faire trempette là-bas, ça va faire du bien, ça. C'est réparateur à tout point de vue. Bon. Et on reste en plus toujours proche du sel ici. Tout à fait. Oui, on est liés. Directement ou indirectement, on est liés. C'est une tradition méconnue dans le Béarn. Et pourtant, Michel Agruna dirige l'une des plus importantes ganaderias du sud-ouest. Un élevage de vaches espagnoles destiné à la course landaise. Alors le paradoxe qui va choquer tout le monde, c'est que c'est des bêtes qui n'ont pas d'agressivité, parce qu'elles sont dans un élément naturel, mais ce soir, vous allez voir un comportement complètement différent. Ce soir se tiendra l'une des courses les plus importantes de l'année pour Michel. Elle n'aura pas lieu dans les Landes, mais à Orthez, au cœur du Béarn. En attendant, Michel sélectionne les meilleures bêtes en prévision du spectacle. Avec son collègue, il les dirige l'une après l'autre vers leur nouvel enclos. L'opération, très rapide, nécessite de prendre quelques précautions. Il faut toujours être vigilant, étant donné que voilà, elles sont quand même en condition de combat pour ce soir, donc il faut quand même avoir un œil tout le temps sur la vache. À quelques kilomètres de là, Caroline se prépare. Elle est ce qu'on appelle un écarteur. Dans l'arène, elle doit esquiver l'attaque de la vache au tout dernier moment. Elle est la seule femme à faire de la compétition. Face à des animaux sauvages, la vache, on ne la contrôle pas. Et donc, on peut être blessé, voire pas du tout des fois, gravement. Il y en a qui en sont même morts dans l'arène. Donc, Sous son costume, elle est obligée de porter des protections. ça, c'est des guêtres, donc c'est en résine. C'est moulé à la jambe de l'écarteur qui les porte. C'est fait sur mesure et ça permet de nous protéger, entre autres, les mollets et les tibias quand la vache elle nous passe à côté, qu'elle nous donne des coups de sabot. Caroline va participer à la course d'Orthez pour la 3e année consécutive. Les fêtes d'Orthez, c'est quelque chose d'hyper important. Voilà, pour nous, c'est un gros spectacle. On sait qu'il va y avoir beaucoup de monde, qu'on est attendu. Ça nous tient à cœur de le faire bien et surtout de réussir. La course landaise est le point d'orgue du festival d'Orthez. Chaque année et pendant 4 jours, l'ancienne cité médiévale vit au rythme de ses fêtes. Dans les bodegas, on chante l'amour et l'attachement à la terre. Et surtout, on s'y retrouve en famille et entre amis. Pour Julie, c'est l'un des moments les plus importants de l'année. Les dates, c'est toujours les mêmes. Elles sont cochées sur l'agenda d'une année sur l'autre. Et on n'a qu'une hâte, c'est se retrouver pour boire un verre ensemble parce que bon, mais la convivialité chez nous, ça passe aussi par ça. De la musique et un petit verre voilà, pour discuter et passer un bon moment. Julie est trompettiste dans l'orchestre de la ville. Elle participe au festival depuis plus de 15 ans et joue tous les jours pendant les fêtes. Je pense que j'aurais pas fait de musique, j'aurais peut-être pas aussitôt ou spontanément été allé voir une noviada, une corrida. C'est la musique qui nous permet voilà, de découvrir des choses comme ça, mais aussi bien d'autres choses. Orthez est l'une des rares villes de tradition taurine du Béarn.
Et c'est la course landaise qui clôt les festivités. L'année dernière, Caroline avait conquis le public et remporté la Coupe d'Or. 1 heure avant le spectacle, elle retrouve le reste de l'équipe. Comme c'est très macho, il y a très peu de filles, et bien voilà, vestiaire mixte, donc on se change avec les garçons, mais il n'y a pas de souci. L'ambiance dans les vestiaires, c'est quand même particulier, donc ça permet justement de bien s'intégrer dans l'équipe pour après être bien pour la course. L'été, au plus fort de la saison, les équipes participent à plus de 10 courses par mois. Pour pouvoir assurer tous les spectacles, chacun se protège au mieux. Et pour briller dans l'arène, le moindre détail compte. On est face à un public nombreux. Un écarteur, ça se doit d'être fier, d'être très présentable. Voilà, il faut qu'on soit impeccable sur nous, quoi. Le nœud de cravate bien fait, la ceinture bien mise, le boléro impeccable. Et là, on est prêt à aller à la course. Comme pour les artistes avant d'entrer en scène, le stress monte chez Caroline et ses coéquipiers. C'est le mauvais moment, c'est juste avant de rentrer. Après, on va décompresser une fois que la première vache sera sortie. On sait que ça va être peut-être compliqué, donc on va voir comment ça se passe après. Il faut que ça commence, quoi. Allez. La course landaise fait toujours le plein à Orthez. Ils font tous partie de l'équipe de Michel. C'est lui qui choisit les bêtes que les écarteurs affrontent. Les hommes en blanc sont les cordiers. Ils orientent la vache sur la piste pour la lancer sur l'écarteur, qui doit l'esquiver le plus tard possible en frôlant l'animal. Caroline aussi enchaîne les écarts, malgré une blessure aux côtes. Allez, voilà un joli galop. Et superbe passage. Espérons le dernier galop, voilà qui est fait. Et elle termine agréablement cette série. Saut périlleux, saut de l'ange, le sauteur est l'autre torero de la course landaise. Le saut de l'ange. En fin de spectacle, le taureau entre dans l'arène. Face à l'animal de 500 kg, Michel donne sa chance à Caroline. Elle n'a pourtant pas l'habitude d'affronter les taureaux. Ça m'est arrivé une fois, mais là je suis contente, je suis pas à 100%, il me laisse quand même l'opportunité d'écarter un taureau. Ça veut dire qu'il me fait confiance, je suis contente. Cette fois encore, les arènes d'Orthez ont réussi à Caroline. L'équipe a tenu ses promesses, prête à revenir l'année prochaine. Alors, elle est où cette charcuterie? Ici? Juste dessous les arceaux. D'accord. Ah oui, juste à côté de l'hôtel de ville. Dessous le bureau de monsieur le maire. Alors, voyons. T'emmènes le bébé, je prends le sel? Oui, prends le sel, s'il te plaît. Bonjour. Enchanté, Jérôme. Enchanté, Sophie. Ah, j'ai des nouveaux copains saucissons. Pardon, excusez-moi, Attention messieurs. à vous, ouais. Enchanté. Bonjour. Jérôme. Jérôme, Annelise. Annelise. Enchantée. Vous êtes l'épouse Voilà, l'épouse du charcutier. du charcutier. T'écoutes, ma chérie, parce que c'est divin. Il y a une façon de le déguster, le porc gascon. Il y a une technique particulière pour l'apprécier encore mieux. Comme un hostie. Comme un hostie, tu le mets. Laisse-le fondre. Il dégage. Hein? Noisette. Gland, châtaigne. Gland, voilà. Non, il a quelque chose de très doux Oui. en finalité de bouche là. Quand on sait qu'un jambon est bon, justement, c'est quoi vos critères? Alors déjà la couleur. Ouais. Plus foncé que rosé. D'accord. Même sur une viande. Voilà. Et un bon charnu, rouge comme ça, persillé. Bien, voilà, on voit que le cochon, il a couru. Voilà. Ok. Les céréales aussi, l'alimentation, ça, Ouais. on le voit très très bien sur la viande. D'accord. Voilà. Allez-y, il est pas mal. Pas mal. Pas mal. Ouais, Il est juste, pas mal. Aussi, c'est un bon petit jambon. Du coup, il n'a pas l'appellation jambon de Bayonne, ton jambon. Et voilà, objectivement, qualitativement, c'est quand même autre chose, quoi. Tout à fait. Ah là, c'est atelier paella. Oui. Ça sent bon, hein, dis donc. Enfin, c'est une paella. Bernaise. Oh oui.
J'ose mettre quand même du gascon avec du calamar. Ouais. Et avec des moules. Paella mixte, un petit peu comme le couple que vous formez avec Daniel, tous les deux. Hein? Ah, c'est une grande histoire. La béarnaise avec le basque. Voilà. Ouais. On a, justement, je crois qu'on prouve que le basque et béarnais, on peut vraiment très bien s'entendre. Ouais. Mais on tient à... Je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, il y a les deux, ouais, là. Voilà. Le drapeau basque et gascon, ouais. Parce que je tiens à mes petites vaches béarnaises. Très bien, t'as bien raison. Bon, ça y est, Jérôme, on y va? C'est une plaisanterie. Je t'attends. Regarde, tout est bon dans le cochon ou pas? Tout est bon dans le cochon. Oui, je dis pas ça. Bon, ça y est, t'es prêt? On y va? Je t'attendais. Je sais bien que tu es harcelé par ta clientèle. Ah ben, ça ne désemplit pas ici. Comme tu vois. Allez, on va se promener en Salis. Allez, on y va. Bien, je vais t'amener, on va aller voir la stèle du sanglier. La stèle? Emblème de Salis de Béarn. Alors déjà, voilà, c'est la légende du sel de Salis. En fait, ce sanglier, qui était poursuivi par des chasseurs, blessé avec les pieux, un sanglier, naturellement, pour aller panser ses plaies, il est allé dans cette fameuse source d'eau salée, il en est mort. Quelques semaines plus tard, ils ont trouvé des cristaux de sel sur les seaux du sanglier. Donc ils ont retrouvé le sanglier a posteriori? Voilà. Avec du sel. Il était conservé. Le sanglier était conservé, et c'est là que, effectivement, le déclenchement du sel de Salis. Et c'est là qu'ils ont érigé une stèle, Si uno irimo, ares ni vivere. Ça veut dire que si lui n'était pas mort, personne ne vivrait. D'accord. Voilà. Ils se sont rendus compte finalement que sa conservation était due au sel et donc il y avait des sources salées ici. Voilà. Et en fait, là, je vais t'amener voir la crypte. Il y a un œil de source d'eau salée qui coule à raison de 1 litre toutes les 2 heures. Et alors donc, le sanglier, en fait, il est mort ici. D'accord. Et alors, cette crypte, à l'époque, était à ciel ouvert. En gros, ils ont découvert que la source salée était là. Oui. Et ensuite, ils ont protégé. Et ils ont fait une distribution organisée. Tout s'est construit à Salis, autour de la crypte. D'accord. Donc c'est finalement le cœur, voilà. Le cœur de la ville. Dans le cœur, on est... Dans les entrailles. Voilà. Hein, dans les veines, pour ne pas dire, les veines d'eau salée de la ville. Veines d'eau salée, tout à fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Je trouve qu'il a beaucoup de charme, ton petit village. C'est très mignon ici. L'architecture d'époque, tout simplement. Dans les années 1800, où c'était le plein essor de sel de Salis, avec l'exploitation des salines, ils ont fait... les cures. Les cures, ils ont installé les cures, établissement thermal, tout ça, c'était la révolution. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut à Salis? Du sel, du repos, la cure, les bains. Et du jambon. Un peu de jambon de temps en temps. Faut être sûr. Allez, viens, on y va. Oh là là. Ouais, c'est ça. Donc, piscine détente aquatique. C'est là où tu viens? C'est là où je viens. Mais oui, remise en forme et crois-moi, ça le fait. Ah, super. On n'est pas bien là? Elle est pas belle la vie? Formidable ça. À Salis de Béarn, qu'est-ce que tu demandais de plus? Quelles sont les propriétés d'ailleurs de cette eau de Salis? Des propriétés bienfaisantes, relaxantes, en taux de salinité, saturées en sel. Comme la mer morte? Tu flottes comme une frite dans la friteuse. C'est génial. C'est pas aussi chaud, mais c'est aussi salé, voilà. Et franchement, c'est génial. Alors j'ai entendu dire que cette eau avait des propriétés aussi pour guérir, entre guillemets, en tout cas aider les femmes qui étaient peu fertiles ou infertiles. Nous avons à Salis une petite expression, des graines de sel. Graines de sel, ouais. Et bien en fait, ce sont des bébés qui sont nés juste après la cure. Donc on appelle ça les petits grains de sel, ces enfants qui sont nés grâce à la cure ici. Oui. D'accord, c'est mignon. Je crois qu'on est les derniers, Daniel. Il me semble aussi. Je te laisse, Daniel, ça t'ennuie pas? D'accord. Allez, à bientôt. Et encore merci. Non, de rien. Plaisir. Salut Jérôme, au plaisir. En plein cœur du Béarn s'étire la vallée de l'Ossau. Sa frontière préservée de toute exploitation humaine est l'une des plus sauvages de France. C'est ici que les ours bruns ont élu domicile.
Autrefois, maîtres absolus des lieux, ils sont aujourd'hui en voie de disparition. Seuls 2 mâles se partagent ce large territoire contre une 50aine au siècle dernier. Naturaliste passionné, Gérard s'est mis en tête de lutter pour leur sauvegarde. Son but, les identifier et comprendre leur mode de vie. Aux aguets, il scrute les moindres détails pour les pister. Et son sésame, à lui, c'est le poil d'ours. Ah oui, effectivement, il y a une belle touffe de poils, donc je vais pouvoir faire un prélèvement pour éventuellement faire les analyses génétiques. J'ai mon échantillon. L'autre information essentielle au suivi de l'ours, c'est la vidéo. L'intérêt de ce type de matériel, c'est que c'est une méthode non intrusive, c'est-à-dire que l'on peut observer le comportement des animaux sans les déranger. Nous pouvons savoir aujourd'hui qu'il ne nous reste plus que 2 mâles. Donc s'il n'y a pas une introduction d'un nombre de quelques femelles dans notre région du Béarn, eh c'est tout simplement l'extinction de l'ours. Dans une région où l'ours fait partie du patrimoine naturel et culturel, des mesures ont été prises pour faciliter sa cohabitation avec les bergers. Dans le Béarn, la dernière attaque de brebis date de 2015. Si les attaques sont rares, c'est grâce au chien des Pyrénées, plus connu sous le nom de patou. Avec une taille comparable à celle de l'ours et des dents plus carnassières, il dissuade tous les prédateurs de s'attaquer aux troupeaux. C'est Rémi, le monsieur patou du Béarn, qui a contribué au succès de ce projet. Depuis 5 ans, il dresse les chiens des Pyrénées en véritable bouclier contre les attaques d'ours. Il veut tester le professionnalisme des patous et savoir s'ils sont capables de défendre leur troupeau. Donc là, on voit que les chiens vont chercher à se mettre en protection du troupeau. Et selon la force des individus, il y en a qui vont aller plus proche de mon chien et d'autres qui vont rester en deuxième rempart pour la protection du troupeau. Ouais, voilà, là on voit tout de suite le chien, il monte en tension. Donc c'est un chien, s'il est poussé à bout et qu'il ne peut pas s'enfuir, qui peut mordre, aller jusqu'à mordre l'intrus. Si le chien est bien attaché au troupeau, les chiens vont chercher à suivre leur groupe. Et là on voit bien que tout le monde suit le groupe, donc on peut dire que ces 3 chiens ont un bon attachement à leur brebis, donc que l'éleveur a bien fait son boulot. Pour en arriver là, il y a tout un processus que Rémi doit contrôler régulièrement. Les patous grandissent avec les brebis, comme autrefois. On n'a pas inventé cette technique, on l'a peut-être améliorée, perfectionnée, mais c'est quelque chose d'ancestral. Donc du coup, maintenant, on est là pour aider les éleveurs à se réapproprier ce moyen de lutte ancestrale contre les prédateurs. Il part inspecter une portée de chiots en bergerie. Rémi doit examiner leur morphologie et accompagne les bergers dans cette phase de dressage. Bonjour. Ça va, Tom? Oui. Bon, faut pas trop les caresser, tu te souviens? Ça va? Oui. C'est Michel. Bon, on va les regarder. Hop. Alors, on a quoi, là? Bon, ils sont déjà jolis. Bon. Déjà, on va regarder les dents. C'est bien aligné. Les muqueuses, elles sont bien pigmentées. Là, c'est bien noir, la truffe, donc ça, c'est plutôt bien. Pas de puce, pas de tic, non, c'est bien. Ouais. Ça a l'air de se passer, du coup, plutôt bien. Ils sont équilibrés, oui. Pas trop sauvages. Vous les avez caressés un peu, du coup? Pas trop. On aurait envie, des fois, de leur faire des câlins, parce que c'est mignon, mais non. On se retient, et voilà. Mais non, ils n'ont pas peur de nous, et ils sont habitués aux brebis, là, maintenant. Ça se passe pas trop mal, ouais. Durant cette phase d'adaptation, Karen doit garder ses distances avec l'animal pour ne pas perturber son dressage. Le chiot doit s'attacher aux brebis et non à l'homme. Ce qui est vraiment primordial, c'est que les chiens naissent en bergerie, de parents qui sont issus de lignées de travail. Et en fait, dès l'âge de 2 mois, on va provoquer un stress en séparant le chien de sa mère, de ses frères et sœurs et de l'endroit qu'il connaît. En gros, on va faire un peu une sorte de lavage de cerveau au chiot et lui faire penser qu'au milieu des brebis ou au milieu du troupeau, il est dans sa famille. Rémi profite de son passage pour repérer les chiots les plus prometteurs. Parmi cette portée, il jette son dévolu sur le plus dégourdi. D'ici quelques mois, ce chiot commencera sa carrière de patou avec sa nouvelle famille, les brebis.
Je voudrais une place pour le télécabine et le train aussi également, derrière pour un adulte. Alors le prochain train est à 11h. D'accord, très bien. Bien, mon cœur. Encore une fois. J'ai entendu la voix du Petiot. Oui. Bonjour Kitri. Ça va? Ça va super bien. Très Et bien. toi? Parfait. Écoute. On a Léo, eu tu dis plutôt une belle bonjour? journée. Salut Léo. Avec son béret. La brute. Le béret du berger comme papa. C'est ça. Youhou. Ça va petit lapin? On va au télécabine. Tu vas donner le ticket, toi? Non, mais c'est maman qui le tient. alors. Allez, viens, on va au télécabine. On va monter voir papa et les brebis là-haut. Allez, tu passes dessous, toi? Allez, vas-y, zou. On est parti. On est où? Non, on n'est pas à Gourette, chérie. Pas Gourette, non. Ça c'est la station où, Ouais. où tu es monitrice l'hiver. Voilà, ouais, D'accord. exactement. Ouais, mais c'est juste derrière, en fait. Tout le domaine qui est ici est une station en soi, d'accord? Ouais, tu peux descendre quand la neige, l'hiver, tu peux descendre en ski jusqu'en bas. Quoi. Ok, d'accord. On va retrouver papa là-bas avec les brebis là-haut. C'est le chien? Le petit bébé. Ah, c'est un petit bébé chien. Oui. Ah oui, petit bébé chien. Et une fois qu'on sera arrivé là-haut, qu'est-ce qu'on fait après? Au petit train. Allez, on va prendre le petit train. Le petit train d'Artoust. Le petit train d'Artoust. On a quelle altitude? 1940. Ah ouais, d'accord. Ça y est, on est sorti. On est sorti du tunnel. On avait l'impression d'être un peu dans le train de la mine. Hein. Un petit peu. Mais à l'origine, c'était presque ça. Ils ont construit dans les années 20 le barrage là où on va arriver. Ouais. Et c'était pour acheminer les ouvriers en fait. D'accord. Donc c'était à usage professionnel vraiment. Mais c'est le train le plus haut d'Europe. Hein. Ok. Voilà. D'où la grande chaleur aujourd'hui. Ouais, on longe, on est à flanc de montagne, c'est super. Ouais. Hein. C'est chouette. C'est chouette, ouais. Toi, Kitri, tu es monitrice, tu fais ça l'hiver. L'hiver. Et ensuite, le reste de la saison d'été et de printemps. Et bien après, donc, j'aide Rémi un petit peu, toi, à la cabane et tout ça, à la grange. Et surtout, moi, je m'occupe de la vente et du fromage. Ok, c'est toi qui vas vendre C'est le moi. produit de votre travail. C'est moi. Ouais. Sur un week-end, c'est moi. Ok, et tu montes de temps en temps le voir à la cabane. Faut qu'il va grandir, hein. Bien sûr, bien sûr. Là, on est sur le barrage d'Artoust, du coup. Alors, le lac à droite. Tu vois, on le voit pas, Léo, le lac. Il y a trop de brouillard. Tu montes à quelle fréquence hein, cette saison? J'essaie de monter au moins une fois par semaine pour rester 3-4 jours là-haut. D'accord. Allez. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Allez. Aïe. Avec le petit torrent, là. Coucou les vaches. Superbe. Là, celle-là, là-bas, celle qui a les cornes les plus comme Ouais. ça, là. Ça, c'est la béarnaise. Elle a vraiment un look de montagnarde, celle-là. C'est pas comme la blonde d'Aquitaine qui est beaucoup plus charpentée, quoi, tu vois. Ok. Ah, c'est la cabane à papa? Avec les brebis, là-bas, sur le côté? Ah oui, c'est mon petit. Je connais pas la cabane. Je connais pas la cabane, pas encore. J'ai hâte que tu me la montres, que tu me fasses visiter tout ça. T'es là, Léo? Eh oui? T'as vu? Bonjour. Ça va? Oui. T'as pas froid? Non. Bonjour. Salut Rémi. Enchanté. Très content d'arriver enfin Eh dans oui. ta cabane. Compliqué un peu cabane aujourd'hui. du berger. On va rentrer, il commence à pleuvoir, hein. Ouais, si tu veux. Voilà. Le troupeau. Le troupeau. Troupeau qui est prêt pour la nuit. Ce soir, je pense qu'on va se coucher tôt, j'imagine? Oui. Ouais. Demain, il faut se lever tôt aussi. À 5h30. D'accord. Allez, venez les garçons. Allez. Alors, merci beaucoup. Ah, mais c'est bien ce petit feu de cheminée là. Il vaut mieux. Ça arrive à point nommé, hein? Voilà. Ça fait du bien. Donc ça, c'est ton lieu de vie pendant Mon lieu de vie. toutes ces semaines d'été. Ma salle à manger, ma cuisine, la chambre, Ta chambre, voilà. la chambre d'amis Ouais, c'est rudimentaire. qui va te servir cette nuit. Ah, je serai là-haut, très bien. Si tu veux. Ah bah je le veux, bien sûr que je le veux, merci d'ailleurs. Hein. Voilà. Et alors l'électricité, c'est comment? L'électricité, un panneau solaire, une batterie.
T'as combien de brebis là? 360. Waouh. Allez, allez. Doucement. Ce métier de berger, tu l'as commencé à quel âge? Je l'ai commencé à 20 ans, mais bon, j'étais avec mon père depuis tout petit, quoi. Ouais. C'est la 13e saison que je suis en montagne. Ton papa est toujours en activité, lui aussi? Oui, toujours là et à côté. Ah, c'est lui qui est en face là-bas? C'est lui qui nous surveille. D'accord. Voilà, il est à la retraite, mais il s'occupe du troupeau familial que mon frère a repris. D'accord. Berger de génération en génération. Exactement. C'est un métier difficile, c'est un métier avec voilà, des horaires, un isolement, des conditions climatiques compliquées. Pourquoi avoir décidé de prendre la suite familiale? Par passion, premièrement. Depuis tout petit, je baigne là-dedans. Et mes vacances d'été, mes vacances scolaires, je les passais à la ferme. Ce besoin d'être avec le bétail. Ouais. Il est tout genou, ton chien là, hein? Je n'ai pas toujours ce qu'il faut, mais c'est normal. C'est un apprentissage. Bien sûr. L'appellation Osso Irati, qui est connue nationalement, c'est le regroupement du fromage qui est l'Osso et l'Irati, c'est ça? C'est pas tout à fait, oui. Ils avaient voulu regrouper tous les fabricants de fromage du département. Et globalement, dans la vallée, ici, on fait du fromage fermier. L'Osso Irati, ça va de notre vallée jusqu'au fin fond du Pays Basque, alors que les produits ne sont pas les mêmes. Et je pense qu'il faudrait qu'on se différencie un peu de chaque côté, quoi, tu vois. Le fromage se vend bien au marché? Oui, le fromage se vend bien, que ça dure surtout. Le travail qu'il y a derrière, bien sûr. Ça sera toujours reconnu, je pense. Je pense il faut que ça soit reconnu. Alors, tu l'appelles comment, ce fromage? Fromage du pays, tout simplement. Fromage du pays d'Osso? Oui. J'aime bien parce qu'il est un peu sec. Mais pas trop, enfin, il reste... Il est entre les deux, celui-là. Oui. Il a un goût particulier, maintenant que je sais comment tu le fais. Je ne le verrai plus de la même manière. Mais c'est bien. Santé, merci pour votre accueil. Merci pour la visite. Tu reviens quand tu veux. Santé, Léo. Non, pas le fromage. Mon périple dans les Pyrénées-Atlantiques se termine. Ce fut un séjour riche et intense. Au regard des lieux et des activités. J'aime définitivement cette belle région, gourmande, aux paysages si variés et aux identités très fortes. J'espère que ça vous a donné envie en tout cas de venir vous y aventurer. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram et revoir ce programme en replay. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Et pour ma part, eh bien, je vais manger une petite coucougnette. Au revoir.